Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le quatrième CM de l'année pour la géographie de la population. Et après avoir une approche vraiment très, très spatiale, on va maintenant avoir une approche beaucoup plus démographique et on va s'intéresser aux dynamiques démographiques. Alors, dynamique démographique, globalement, ce qu'on va voir, c'est la transition démographique, hein, un concept qui est vraiment à connaître, qui est essentiel dans ce cours, et les enjeux autour de la natalité et de la mortalité. Déjà, ce qu'il faut, poser, c'est des définitions, sur, bah, les chiffres qu'on emploie quand on fait des calculs démographiques. Alors je vous ai mis les termes que je vais vous définir et vous avez à chaque fois pour vous donner un ordre d'idée avec ce qu'en général vous connaissez le mieux, les chiffres en France. Donc il faut savoir ce qu'est le taux de natalité. Le taux de natalité, c'est le nombre de naissances en un an pour 1000 habitants. Les calculs se font pour 1000 et pas pour 100 parce que sinon ils seraient trop faibles. Et donc en France, c'est, 11,1 naissances par an pour 1000 habitants. Le taux de mortalité, c'est le nombre de décès en un an pour 1000 habitants. Et quand on regarde les 2, hein, quand on fait la différence entre le taux de natalité et le taux de mortalité, c'est-à-dire le taux de natalité moins le taux de mortalité, on a le solde naturel, qui peut être positif ou négatif. S'il est positif, comme c'est le cas ici, on parle d'un accroissement naturel. L'accroissement naturel, ici en France, de 1,8 pour 1000 habitants. Ensuite, il faut, l'espérance de vie à la naissance. Elle peut aussi être calculée, l'espérance de vie, on va dire à partir de 5 ans, par exemple, pour enlever la mortalité infantile. Hem, l'espérance de vie, c'est pas l'âge moyen qu'atteignent les gens, parce que ça, c'est difficile, en fait, à savoir. C'est une, comment dire? C'est un raccourci qu'on fait souvent. L'espérance de vie à la naissance, c'est l'âge, auquel 50 de la population née une année donnée est encore en vie. Donc c'est, pour telle année de naissance, l'âge qu'atteint la moitié de la population. Ensuite, on a l'indice de fécondité. L'indice de fécondité, c'est le nombre d'enfants par femme. Il est calculé à partir du nombre d'enfants que les femmes de plus de 50 ans ont eu dans leur vie, parce qu'on considère que, 50 ans, c'est à peu près la enfin, on a atteint la fin de la fécondité pour une femme. Donc on regarde tous les enfants qu'elles ont eus, heu, toutes les femmes de plus de 50 ans, le nombre d'enfants qu'elles ont eu et ça permet de calculer l'indice de fécondité. Et le seuil de renouvellement des générations, c'est le nombre d'enfants par femme nécessaire à la stabilisation de la population. En moyenne, il est à 2,1, c'est-à-dire il faut, pour, remplacer un couple, bah, une femme et un enfin 2 enfin une, 2 parents, heu, il faut 2 enfants. Il est un peu au-dessus de 2 parce qu'il peut y avoir de la mortalité, pour les enfants ou les jeunes adultes qui n'ont pas le temps d'avoir des enfants, donc c'est un petit peu au-dessus de 2. Et en fait, ce seuil, il varie en fonction des conditions sanitaires d'un pays. S'il n'y a aucune mortalité avant l'âge de procréation, bah, il faudrait qu'il serait à 2, mais de fait, il est supérieur et en Afrique subsaharienne, il est par exemple à 2,16, donc où la mortalité infantile est la plus forte. Voilà pour, tous on va dire ces chiffres, ces indicateurs, qu'on va utiliser. J'ai peut-être déjà d'ailleurs, utilisé même sans les avoir définis, mais c'est bien que ce soit très clair pour vous et que vous puissiez, bah, les maîtriser et les réutiliser. Et on va commencer donc le grand 1 sur la transition démographique. Alors la partie est assez longue, donc je vais couper ce grand 1 en 2 vidéos, parce que les 2 autres sont plus courtes, mais ça vous permettra, voilà, d'avoir un résultat un peu fragmenté. Et donc la transition démographique, donc je vous ai dit, c'est essentiel à maîtriser. On va commencer par regarder le modèle de la transition démographique et on va commencer par le décrire, en fait. On va essayer de comprendre comment ça marche, cette transition démographique. La transition démographique, elle a été créée par, cette notion, hein, ce concept par Warren Thompson en 1929, et il a été repris et popularisé par Frank Notenstein, en 1945. Frank Notenstein, c'est le fondateur de la division de la population aux États-Unis. Vous vous rappelez, ceux qui font les statistiques sur la population. Donc ce concept, voilà, il existe depuis, maintenant un moment et il a été popularisé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et très important, c'est un modèle historique qui a une fonction descriptive et pas explicative. C'est-à-dire, il est pas là pour
expliquer ce qui se passe ou ce qui va se passer, mais pour décrire. Donc ça, on parlera après des limites du modèle, hein, mais ça a souvent été un abus de l'utiliser pour expliquer, des choses futures. En fait, on n'est pas sûr, hein, ça peut ne pas suivre ce modèle. Lui, il a été construit pour être un modèle descriptif qui prend en compte, ce qui s'est passé, les chiffres, mais il prend pas en compte les facteurs, il les intègre pas. Il est seulement fondé sur l'observation des faits passés et pas des faits passés partout dans le monde, des faits passés en Europe et aux États-Unis, du XVIIIe siècle au XXe siècle. Donc on est quand même sur un modèle limité, qui est une simplification très forte de la réalité, puisqu'il y a des situations qui peuvent être vraiment très diverses. Mais, malgré, enfin, faut faire attention à tout ça, mais c'est utile pour comprendre, les dynamiques migratoires, pardon, les dynamiques démographiques, mais voilà, faut avoir conscience du fait que, ça a des limites. Alors, voilà le modèle, vraiment, la simplification du modèle, hein, c'est pas un vrai pays, ça c'est, la façon dont ça a été, on va dire, simplifié pour être, clair et compréhensible. Et donc ce modèle, il y a, on va dire, la transition démographique, c'est le centre, c'est les 2 étapes. Avant la transition démographique, vous avez un système d'ancien régime démographique. Après, vous avez un régime post-transitionnel et entre les 2, vous avez la transition démographique qui se fait en 2 étapes. Et donc on va refaire étape par étape la lecture, de ce modèle et ça, c'est vraiment important que vous le compreniez, donc j'espère que je vais être assez claire. Donc on a une situation, un d'ancien régime démographique. Parfois on parle d'équilibre ancien, qui est donc, avant la transition démographique et qui est caractérisé à la fois par un haut niveau de mortalité, beaucoup de gens, qui décèdent et un haut niveau de natalité, beaucoup de gens qui naissent aussi. Hem, Globalement, le taux de mortalité est fort parce qu'on a une faible espérance de vie, parce qu'il y a des famines, de faibles rendements agricoles et le taux de natalité est fort, bah, justement, il vient compenser cette mortalité forte. Et donc l'accroissement naturel, donc vous vous rappelez la différence entre la mortalité et la natalité, cet accroissement naturel est faible. Les années où il y a des bonnes récoltes, la population augmente, les années de mauvaise récolte, en fait, la population peut même réduire. Donc ça fait quelque chose d'assez stable, qui fait que la population augmente doucement. Rappelez-vous sur le 1 CM, celui où on a vu un peu le temps long, l'accroissement, démographique de la population mondiale est très faible pendant très longtemps. On est dans cet ancien régime démographique. Et arrive la transition démographique, hein, qui est une rupture et bah, elle se fait en 2 phases. La première phase, celle qui est ici, on voit un recul de la mortalité. Là, vous voyez la courbe de la mortalité descend. Ça s'explique grâce à l'élévation du niveau de vie, le progrès des rendements agricoles notamment. Mais, dans cette première phase, le niveau de natalité reste élevé. Donc on a une première phase avec une baisse de la mortalité et un maintien d'une haute natalité. Ce qui fait que comme on a toujours beaucoup d'enfants qui naissent, mais moins de gens qui meurent, l'accroissement naturel est très fort. Ça conduit à une accélération de la croissance démographique, hem et donc une augmentation de la population totale. On arrive ensuite dans une deuxième phase de la transition démographique où, la mortalité continue de réduire, mais la natalité, elle, commence à baisser, progressivement et l'accroissement naturel réduit donc puisque même s'il y a moins de gens qui meurent, il y a aussi beaucoup moins de gens qui naissent et donc progressivement l'accroissement naturel ralentit, donc la croissance démographique ralentit. Et quand la transition démographique est terminée, on parle d'un régime démographique post-transitionnel, hein, donc après la transition, heu, il se caractérise ce régime transitionnel par une faible natalité et une faible mortalité. Le faible taux de mortalité s'explique parce que, le niveau de vie est élevé souvent, l'espérance de vie, est donc importante et le faible taux de natalité, en fait, c'est adapté à la baisse de la mortalité. On est dans une situation où l'accroissement naturel est faible. Donc ça, c'est le modèle théorique. Si on regarde une vraie courbe de population, là je vous ai mis celle de la Suède, le modèle est pas aussi enfin c'est plus un modèle, c'est pas aussi lisse forcément, il y a des années où il y a des variations. Ici vous avez des pics, épidémiques par exemple, qui font que la mortalité augmente, fortement. Là vous avez un pic ici, la mortalité remonte, c'est la 1 Guerre mondiale. Donc on doit,
évidemment, pour lire, c'est moins simple que sur le tout joli modèle tout lisse que vous avez vu avant, mais on retrouve quand même les mêmes éléments où, avec des variations, l'accroissement naturel reste faible parce que la mortalité est élevée, même si la natalité est élevée, puis la mortalité commence à descendre et la natalité, au bout d'un moment, elle aussi commence à descendre jusqu'à ce que les 2 courbes se rapprochent et qu'on arrive à un régime post-transitionnel qui ici est peu visible puisqu'il se passe après. Donc voilà, c'est, pour vous montrer à quoi ça ressemble réellement une courbe. Et donc ce modèle de transition démographique, ça a des conséquences, hein, puisque ça montre que, d'après ce modèle, l'accroissement de la population mondiale tend vers un maximum. Contrairement au modèle de Malthus, vous vous rappelez Malthus, on l'a vu dans le 1er SEM, qui lui disait que, la croissance de la population allait être, enfin, j'ai enfin, comment exponentielle et que donc il va y aller avoir une crise des ressources. Là, ce modèle montre que pour les pays sur lesquels, il s'est appliqué jusqu'à maintenant, on n'a pas une croissance infinie de la population, mais un tassement, de la croissance. Ce qui veut dire aussi, c'est qu'à l'échelle internationale, le ralentissement de l'augmentation de la population concerne de plus en plus de pays qui sont, dans la troisième étape, celle où la natalité descend aussi. Et la croissance mondiale, hop, celui-là on l'a pas. La croissance mondiale, si vous regardez le taux de croissance de la population mondiale entre 1700 et 2100, enfin estimation, on voit très clairement que le pic maximum de croissance a déjà été atteint en 1968. Globalement, si on le situe, c'est entre les années 70 et 80. Donc toute la durée des années 70 et 80, c'est vraiment le moment où c'est le plus fort. Hem et voilà, on a une augmentation très forte jusqu'à atteindre ce pic, puis une descente qui est assez importante également. Donc voilà, ce qu'on peut dire du modèle et on va voir un peu les critiques, les limites du modèle. Je vous en ai parlé un peu en disant que voilà, c'est un modèle. Pourquoi il ne marche pas? Pas surtout en tout cas, il a tendance à montrer de manière homogène des réalités qui ne le sont pas. C'est-à-dire on ne peut pas appliquer à tous les pays le même processus alors qu'il y a des variations qui peuvent être fortes et ça c'est un des défauts, de ce modèle. Il prend pas forcément en compte la diversité des situations. Heu, la Suède qu'on a vue, elle a, je remets la Suède, elle a un modèle, vraiment classique, ça marche très bien, mais en France, par exemple, la natalité, elle chute en même temps que la mortalité. Donc en fait, il y a pas de première phrase à la transition démographique en France, alors que c'est un pays, d'Europe de l'Ouest qui ont servi de base à ce modèle. La durée des différentes phases peut aussi être très variable. La première phase peut se faire très vite ou très longuement, ça dépend des pays. Et puis il y a des variations intranationales. Je vous ai mis ici l'exemple de l'Inde, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un même pays, les régions peuvent ne pas être du tout au même niveau de la, transition démographique. Ici, dans les États du sud de l'Inde, cette transition démographique, elle est achevée. Vous avez par exemple, le cas de l'État du Kerala où, la fécondité, le taux de fécondité est même inférieur à celui de la France, alors qu'il y a d'autres États, notamment dans le nord de l'Inde, comme l'Uttar Pradesh, où la fécondité est à 4 enfants et demi par femme. Donc à l'intérieur d'un même pays, une diversité très grande, ce que ne rend pas compte ce modèle. Il a une autre limite, c'est que, il s'appuie donc je vous ai dit c'est un modèle historique qui s'appuie sur les modèles, passés de certaines zones du monde et qui fonctionne globalement pour ces zones du monde, mais c'est pas donné que, cela se passera de la même manière pour tous les pays, déjà parce que le contexte n'est pas le même. C'est-à-dire les facteurs qui ont permis la transition démographique, en Europe, aux États-Unis, au Japon, ils vont pas forcément se reproduire dans tous les pays en développement, puisqu'on a une situation de pression sur les ressources, hein, de crise, notamment climatique, mais que, comme on a pu voir, peut devenir d'autres formes de crise, qui vont faire que peut-être ce modèle ne va pas pouvoir suivre, le même chemin qu'il l'a fait pour, les autres pays. Et enfin, ce modèle ne suffit pas pour expliquer l'évolution de la population. Par exemple, si on regarde l'Allemagne, là vous avez, le nombre d'enfants par femme et la population. Le nombre d'enfants par femme chute, la population augmente, bah, c'est parce que ce modèle ne prend en compte que le solde naturel, et ne prend pas en compte les migrations, qui peuvent faire augmenter la population même si le solde naturel est négatif.
Et en fait, il restait une dernière limite à poser. Ce modèle de la transition démographique, il ne permet pas de projeter les évolutions démographiques après la troisième phase. C'est-à-dire que maintenant que l'Europe, l'Amérique du Nord et d'autres pays qui sont sortis de cette transition démographique, ben, on ne sait pas, comment ça va évoluer parce qu'en fait, on n'a pas de précédent et ce modèle n'étant pas explicatif, mais simplement descriptif, on ne peut pas deviner ce qui va se passer. Ceci étant dit, hein, ça reste, un outil, intéressant et important en démographie, mais je voulais que vous ayez en tête toutes les on va dire les restrictions, possibles dans son analyse. Et donc je vais m'arrêter là sur cette première vidéo, hein. Là, j'ai posé la théorie et dans une deuxième partie, de cette partie, je vous ferai, la les exemples par pays.